Il est important que les directions d'établissement développent leur habileté à analyser les conflits et à les dénouer à l'aide d'outils et de référentiels. C'est ce que nous vous proposons avec cette série de capsules sur la gestion des conflits. Le troisième éclairage consiste à analyser le conflit à l'aide du modèle du positionnement de la direction. Modèle expliquant les comportements adoptés par la direction et les autres personnes impliquées dans la situation de conflit. Mireille, c'est une excellente enseignante, déléguée syndicale, elle a beaucoup d'expérience. Les parents, les élèves, les autres enseignants de l'école, tous sont d'accord pour dire qu'elle est très, très compétente dans sa classe. Mais depuis mon entrée en fonction, j'éprouve la difficulté avec elle. Par exemple, malgré les demandes répétées de ma part, Mireille continue d'envoyer des élèves à mon bureau sans m'avertir, malgré les protocoles qu'on avait mis en place, elle et moi. Puis ensuite, elle va se plaindre à ses collègues qu'elle n'a pas de service, qu'elle n'a pas de soutien de ma part. Mais à chaque fois qu'on a essayé d'en parler, avec nos tentatives pour essayer de régler ça, ça se termine toujours par Mireille qui commence à crier « C'est pas juste là, que mes élèves reçoivent moins de services que les autres. » Mireille passe son temps à faire avorter tous les projets que je soumets en Assemblée générale. En fait, les enseignants les aiment, ces projets-là. Ils viennent me le dire que les projets sont intéressants. Mais ce qu'ils me disent aussi, c'est que Mireille nous a dit que c'est dangereux pour nos tâches. Donc, on préfère laisser faire. Puis moi, je ne suis pas intervenue parce que je ne voulais pas mettre d'huile sur le feu. Mireille est reconnue comme ayant de la difficulté avec l'autorité. Ce qui me dérange, c'est le comportement de Mireille envers ses collègues. Comme moi, là, elle défend les valeurs reliées à la pédagogie et au respect, mais en même temps, juge les autres. Elle fait des commentaires, puis elle remet à l'ordre ses collègues, puis elle fait même ça dans la salle des enseignants, puis dans des rencontres en comité. Je sens que le personnel craint Mireille, de peur de subir ses foudres. Je veux dire, elle peut faire ça dans le corridor, devant les élèves. Je le sais que Mireille s'est présentée au processus de la banque de relève de la direction de la commission scolaire, puis que sa candidature n'a pas été retenue. Puis suite à ça, elle dit à tout le monde que c'est parce que la commission scolaire ne veut pas avoir de pédagogue comme direction, comme si moi je ne l'étais pas. Puis suite à ça, ça fait beaucoup de grogne dans l'école, même contre moi. Pour faire une analyse un peu plus poussée de cette situation, on peut se référer à un modèle proposé par un des auteurs bien connus en gestion des conflits, Kenneth Thomas. Que nous dit ce modèle? Essentiellement que le comportement adopté par une personne en situation conflictuelle va dépendre de deux dimensions indépendantes. D'abord, la réaction de la personne au conflit va être liée à son besoin d'affirmation de soi. C'est-à-dire dans quelle mesure elle est préoccupée de satisfaire ses propres besoins, ses intérêts ou ceux de son organisation. Ensuite, sa réaction va être aussi déterminée par son besoin de coopération, c'est-à-dire dans quelle mesure elle se préoccupe de satisfaire les besoins ou les intérêts de l'autre. Ces dimensions se combinent pour identifier 5 styles de comportement différents adoptés par une personne en situation de conflit. Une personne qui a un fort besoin d'affirmation de soi aura tendance à s'investir de façon active dans le conflit. Si elle est préoccupée de prendre en compte les besoins manifestés par l'autre partie, elle cherchera à collaborer avec elle à la résolution du conflit. Si au contraire, elle n'est aucunement préoccupée des besoins de l'autre, elle adoptera plutôt un comportement de confrontation. Elle sera tentée de tirer le meilleur parti de la situation et de la tourner à son avantage. De fait, elle cherchera à imposer ses vues. Si elle est moins préoccupée de s'affirmer, elle sera moins prête à investir dans cette situation. Si, au contraire, elle constate que l'autre est fortement engagé dans le conflit, elle aura tendance à s'accommoder, à laisser l'autre en tirer les bénéfices. Dans le cas où elle n'a pas plus d'intérêt à satisfaire les préoccupations de l'autre que les siennes, elle choisira l'évitement et aura tendance à se retirer tout bonnement de la situation conflictuelle. Enfin, lorsque son investissement émotif à s'affirmer lui apparaît tout aussi important que celui de l'autre, elle aura tendance à chercher un compromis acceptable aux deux parties. Ce compromis peut prendre deux formes, soit celui d'un partage
où les deux parties cherchent à trouver une solution mutuellement acceptable, ou soit celui d'une négociation, où chaque partie cherche à équilibrer ses gains et ses pertes. Lorsque les deux parties à un conflit ont un intérêt équivalent à satisfaire leurs besoins, cela amène l'adoption de comportements visant à la résolution du problème, soit en collaborant à une solution, soit en cherchant un compromis acceptable aux deux ou simplement en se retirant de la situation. Au contraire, lorsque la satisfaction des besoins mutuels est peu compatible, on voit émerger un comportement de type gagnant-perdant, où chacun cherche soit à gagner la confrontation ou du moins à se positionner pour négocier, soit à se dégager de la situation en laissant l'autre en tirer les bénéfices. Attention, on est souvent porté à croire que la collaboration est plus socialement acceptable que la confrontation. En fait, c'est la situation qui détermine ce qui est souhaitable. Si le conflit porte sur des questions éthiques ou sur des questions de relations professionnelles où le manque de respect est présent, ça ne favorise pas beaucoup la collaboration entre les parties. Dans une telle situation, la direction n'a souvent pas le choix que d'affirmer que cela est incompatible avec les principes même à la base de l'éducation, et elle doit se positionner fermement dans ce conflit. Au contraire, lorsque le conflit porte moins sur des valeurs qui sont centrales à la persévérance scolaire ou à la réussite, ou sur des questions d'allocation de ressources, il est alors possible de trouver des terrains d'entente plus facilement. Maintenant, si on regarde la situation de Stéphanie et de Mireille, on serait tenté de dire que Stéphanie fait de l'évitement devant une Mireille qui est plutôt agressive et qui cherche à tirer parti de la situation. Mais est-ce bien le cas? Et que devrait faire Stéphanie dans cette situation? D'abord, notons ici que nous ne sommes pas dans une situation détériorée. Toutefois, on ne doit pas laisser aller la situation. Ça risque de dégénérer. En outre, comme on est ici en situation d'autorité, il y a peu de chances que la résolution du conflit vienne de Mireille. C'est clair que ça fait partie du rôle de Stéphanie. Comme le conflit est essentiellement un phénomène perceptuel, Stéphanie elle-même devrait se poser 3 questions. D'abord, où je me situe dans le conflit et où je parais être. Ensuite, où Mireille se situe-t-elle dans le conflit et où paraît-elle être? Et enfin, qu'est-ce que je dois faire et à quel moment? Stéphanie doit d'abord clarifier quels sont les enjeux du conflit et dans quelle mesure ces enjeux justifient d'y investir plus d'énergie. Ici, par exemple, il est clair que les enjeux portent sur des comportements inappropriés. Mireille se plaint du manque de soutien de la direction, elle collabore peu au projet pédagogique, elle désavoue le travail de ses collègues. En somme, les enjeux du conflit ici sont centraux à l'activité de l'établissement. Stéphanie n'a donc d'autre choix que de réagir. Toutefois, un danger guette Stéphanie, celui de vouloir bien paraître aux yeux de ceux qui l'entourent. Si pour Stéphanie, elle a un fort besoin de paraître compétente et en contrôle de la situation, cela peut la pousser à prendre une attitude autoritaire pour sauver la face. Et ça risque d'envenimer la situation. Elle ne doit pas oublier que pour régler ce conflit, il est important de centrer l'action sur les enjeux du conflit et non sur les acteurs du conflit. Il faut donc que Stéphanie recadre le conflit autour des enjeux critiques à l'action éducative et non autour d'elle et de Mireille. Stéphanie a aussi besoin d'évaluer l'étendue des dommages causés par Mireille. Par exemple, jusqu'à quel point ce conflit affecte-t-il le climat de travail du groupe?
Ou cette situation est-elle à l'avantage de Mireille et accroît-elle son leadership au sein du groupe? Ou au contraire, est-ce que cela mine sa crédibilité? Ici, on constate que Mireille est toujours considérée comme une excellente enseignante par ceux qui sont vraiment importants, les parents et les enfants. Ce sont ses collègues et Stéphanie elle-même qui souffrent de la situation. Il ne faut pas oublier non plus que Mireille bénéficie d'une position d'influence. Elle est déléguée syndicale. Alors, comment Mireille apparaît-elle aux yeux de ceux qui l'entourent? Si Mireille a un fort besoin d'affirmation de soi et qu'elle a besoin d'être en contrôle de la situation, cela peut faire déraper la situation. Lorsqu'on se sert d'un discours légitime pour masquer ses propres besoins, cela peut rendre la situation difficile à traiter. Encore une fois, l'intervention de Stéphanie devra donc recadrer le conflit autour des enjeux critiques à l'action éducative. Maintenant, Stéphanie doit déterminer à la fois l'importance et l'urgence d'agir. Compte tenu de sa position hiérarchique et de la nature des enjeux, il est clair que Stéphanie doit considérer ce conflit comme important. Le nombre et la variété des incidents semblent indiquer que le comportement de Mireille affecte le climat de l'école et surtout que ces incidents perturbent l'action éducative de l'établissement. Pour Stéphanie, le retrait ou l'accommodement semblent des voies peu prometteuses. On assiste clairement à une escalade du conflit. Ici, non seulement le nombre des incidents se multiplie, mais la grogne se tourne lentement vers la direction, ce qui rend l'intervention urgente. Le conflit dégénère. Lorsque dans un conflit, on constate qu'il y a un déplacement des buts, c'est-à-dire que les récriminations ne sont plus seulement dirigées vers la source du conflit, mais s'étendent à d'autres acteurs ou d'autres enjeux, il devient urgent d'agir. Non seulement le comportement de Mireille est jugé inacceptable, mais l'inaction de la direction devient aussi un enjeu. Quelle action Stéphanie doit-elle entreprendre? La première des choses, il est clair qu'elle doit d'abord essayer de contenir le conflit. Autant que possible, il serait souhaitable que Stéphanie rencontre Mireille seule à seule pour essayer de comprendre qu'est-ce que Mireille cherche dans cette situation. Mais aussi, et je me répète, pour recadrer le conflit autour des enjeux critiques à l'activité pédagogique. Certes, un face-à-face est souhaitable, mais il se pourrait que l'action qui est à être menée le soit devant les collègues si d'autres incidents surviennent publiquement. Faire un tel recadrage s'inscrit donc, autant que possible, dans une démarche de collaboration, où les deux parties, ensemble, cherchent des solutions pour satisfaire mutuellement leurs besoins. Il se peut toutefois qu'une démarche plus musclée soit nécessaire. Il se peut que Stéphanie ait besoin de confronter Mireille. Dans la mesure où les enjeux touchent des valeurs centrales à l'action éducative et à la réussite des élèves, Stéphanie devrait utiliser son autorité, ce qui, de fait, est aussi sa responsabilité. Ici, un comportement d'accommodation serait inefficace et même nuisible à la crédibilité de Stéphanie. Pour Stéphanie, il y a ici un danger majeur, celui d'en faire un combat d'ego, celui de vouloir épater la galerie. Et dans ce sens-là, il est important que Stéphanie revienne constamment sur le besoin de centrer le conflit sur des enjeux réels et fondamentaux de l'action éducative. Il faut à tout prix qu'elle évite de personnaliser le conflit. J'utilise le positionnement de la direction pour la résolution de conflits. Un exemple, il y a quelque temps de cela, une enseignante avait refusé de remettre à des parents les évaluations d'un élève, malgré le fait que les parents voulaient avoir les évaluations pour mieux encadrer l'élève à la maison.
Ce qu'il faut savoir au niveau de l'historique de l'école, nos enseignants de deuxième cycle restent régulièrement campés sur leur position. Donc, je suis dans un mode où je veux engager le personnel dans des gestes clés qui favorisent la réussite éducative des élèves. Et j'ai une approche qui est collaborative. Entre autres, la collaboration entre le milieu familial et le milieu scolaire, pour moi, est très important. Je suis reconnu comme quelqu'un qui écoute le personnel. Je sais écouter les points de vue, mais je peux prendre position aussi, entre autres à l'aide d'encadrements légaux, de la littérature scientifique et de mon expérience personnelle. Je travaille avec les gens, je sais composer avec les orientations d'autrui, mais jamais au détriment des miennes, dans la mesure où moi, c'est la réponse aux besoins de l'élève qui doit primer, et aussi la mise en place du concept de l'être éduqué. Je crois en mes interventions. Prendre position me permet de limiter les éventuelles dérives, les problèmes, et de susciter la collaboration des gens. Compte tenu de tous ces éléments, le positionnement que j'ai privilégié pour dénouer le conflit était celui de la collaboration.